Bonjour, je suis Aurélie Palude, professeure en culture générale en prépa ECT et ECG au lycée Ozen de Toulouse. Alors on peut d'abord s'interroger peut-être sur les liens entre plaisir et violence. Le lien ne va pas de soi, puisqu'a priori on a tendance à rejeter la violence. Et pourtant, il existe un plaisir associé à la violence. D'abord, le plaisir que l'on pourrait prendre dans l'action violente que l'on inflige ou que l'on subit. Alors évidemment, on pense au sadisme, le sadisme qui est associé au marquis de Sade, auteur au XVIIIe siècle des 120 journées de Sodome. Alors attention, son œuvre ne se réduit pas à cet aspect-là, mais des psychiatres comme Krafft et Ebing ont théorisé le sadisme en expliquant que c'était le désir de faire souffrir l'objet sexuel par humiliation et soumission. Deuxième aspect, là, le masochisme. Donc le masochisme, c'est le plaisir que l'on prend à la violence que l'on subit. Alors, pour illustrer cette thématique, on peut regarder le film Belle de jour de Louise Buñuel, interprété par Catherine Deneuve. Donc Catherine Deneuve, il joue une bourgeoise mariée qui va se prostituer les après-midi pour concrétiser ses fantasmes masochistes. Et puis, dernier aspect, c'est la délicate question du plaisir que les enfants prendraient à être violents. Alors, pour cela, on peut penser à l'essai Quelques pensées sur l'éducation de John Locke. Et voilà ce qu'il remarque. Il remarque que si personne ne les en empêche, les enfants, je cite, traitent cruellement les oiseaux, les papillons et autres petites bêtes qui tombent entre leurs mains, et cela avec une sorte de plaisir. Alors, il faut se méfier quand même de cette expression « avec une sorte de plaisir », parce qu'on ne sait pas si l'enfant ressent du plaisir ou si l'adulte interprète cette violence et ce plaisir. Mais voilà ce que dit aussi John Locke. Il dit que derrière les actes violents envers les animaux, il y a peut-être une volonté d'explorer, de comprendre, de découvrir. Voilà ce qu'il dit. L'enfant martyrise les animaux, le plus souvent sans se douter qu'il leur fait du mal. Il torture un chat comme il éventre sa poupée, pour exercer son besoin d'activité et pour satisfaire sa curiosité. Donc on voit ici que l'enfant va essayer de découvrir à travers les actes violents, mais qu'il ne fait pas ces actes en ayant conscience de faire de mal. Donc finalement, ils sont violents peut-être sans le vouloir. Autre aspect peut-être, et en cela plus universel peut-être, c'est le plaisir que nous prenons face au spectacle de la violence. La violence est en effet mise en scène au cinéma ou dans la littérature, et cette violence peut être source de fascination, que l'on pense aux tragédies, aux polars, aux thrillers ou aux films gore. Et le frisson vient peut-être aussi du fait que cette violence, finalement, reste à distance, à travers le média. Alors, Aristote, dans sa poétique, a théorisé ce qu'on appelle la catharsis. Donc on n'est pas du tout sûr que ça fonctionne, mais l'idée, c'est qu'à travers le spectacle de la violence, on va se purger de nos passions. C'est-à-dire qu'on va se défaire de nos pulsions et de nos frustrations de façon symbolique et sans nuire à autrui. Donc il y aurait une vertu, en quelque sorte, du spectacle violent. Alors, lorsqu'on pense au lien entre violence et plaisir, on pense évidemment à un cinéaste comme Tarantino, cinéaste qui a donc créé Kill Bill, Pulp Fiction ou Inglourious Basterds. On sait que la violence est très forte chez Tarantino et qu'elle devient presque excessive jusqu'à devenir irréelle. Il y a presque une violence cartoonesque dans certains de ses films. Alors évidemment, on l'a accusé de complaisance envers la violence. Et pour se défendre, il reprend à son compte une phrase de Jean-Luc Godard, « Ce n'est pas du sang, c'est du rouge ». Autrement dit, il souligne que la violence qu'il montre ne représente en rien la réalité. Et lorsqu'on regarde un Tarantino, eh bien, il y a de tels déchaînements de violence que le spectateur est satisfait lorsque l'individu mauvais est puni. Donc il y a presque aussi un désir de violence qui naît chez le spectateur et un soulagement
lorsqu'il y a la punition finale. Que penser de cette esthétisation de la violence? Eh bien, ça pose quelques problèmes moraux, quelques questions. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de banalisation de la violence à travers ces films? Est-ce que ces images violentes sont vraiment répulsives? Est-ce qu'elles ne sont pas plutôt incitatives? Et puis, finalement, est-ce que le spectateur ne devient pas un peu un voyeur complice de cette violence? Donc, la question est complexe et le débat reste ouvert, mais j'aime bien mobiliser la référence que constitue Vincent Jouve, qui a réfléchi sur la lecture. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit que la fiction a un fonctionnement particulier, parce que la fiction est un mélange d'immersion et de mise à distance. Donc, dans le temps de la fiction, nous sommes aux côtés des personnages. Et le lecteur a le droit de se mettre aux côtés des méchants. Il y a un plaisir aussi, pris dans la fiction, à être complice peut-être de la violence. Mais attention, il y a aussi un effet de distance. C'est-à-dire que le lecteur sait qu'il est en train de lire une fiction, et lorsqu'il repose le livre, il prend du recul, il analyse, et il peut rejeter ce personnage de qui il avait été complice le temps de la lecture. Donc en fait, Vincent Jouve, lui, il mise peut-être sur l'intelligence et l'esprit critique du lecteur. On a donc le droit de prendre plaisir à la violence littéraire, dès lors qu'ensuite, on s'en distancie, on prend du recul sur ce qu'on vient d'expérimenter. Et puis, j'aimerais aussi évoquer un dernier cas, un peu particulier, c'est celui de la violence dans les contes pour les enfants. Alors, beaucoup de contes présentent une forme de violence. Que l'on pense à Cendrillon, par exemple, qui commence par la mort de la mère et qui évoque des tensions au sein de la fratrie. Que l'on pense au Petit Poucet et à l'abandon des enfants. Donc, on a une violence dans les contes. Alors, est-ce qu'elle est néfaste? Ça n'est pas sûr, puisque le psychanalyste Bruno Bettelheim, dans Psychanalyse des contes de fées, estime que l'enfant a besoin de cette violence des contes. Parce qu'en fait, il a des angoisses, des conflits intérieurs, mais il n'a pas les mots, il n'a pas les mots pour verbaliser cette violence. Et dans les contes, il va trouver des mots et des images qui vont l'aider à résoudre en quelque sorte ces conflits intérieurs. Donc il va trouver un apaisement. À une condition toutefois, c'est que le conte finisse bien. Et c'est pour cela que Bettelheim déplore ou rejette la version du Petit Chaperon Rouge selon Perrault. Parce que souvenez-vous, eh bien, à la fin, le loup dévore l'enfant et la grand-mère et il n'y a pas d'autre issue. Donc il pense que c'est un conte qui ne fonctionne pas. Alors le débat reste actuel, hein, mais les psychanalystes estiment qu'il ne faut pas édulcorer les contes parce que la violence est finalement constructive pour les enfants. Alors effectivement, ça peut paraître un peu surprenant, mais il y a bien un lien possible entre rire et violence. Alors certaines œuvres, par exemple, vont chercher à nous faire rire de la violence. En littérature, on peut penser à Ubu Roi, d'Alfred Jarry. En cinéma, moi je vous recommande la scène de Sacré Graal des Monty Python. C'est la scène du combat contre le Chevalier Noir. Donc un combat entre deux chevaliers. L'un des deux finit complètement démembré, il a perdu les 4 membres et il veut encore se battre. Donc il y a ici du burlesque et donc on peut rire d'une violence extrême. Plus largement, on se rend compte qu'il y a une violence inhérente au rire. Parce que si on regarde les dessins animés ou encore les pièces de Molière, de quoi rit-on? Des chutes, des coups de bâton, des insultes et de la faiblesse des personnages. Donc il y a bien cette association entre le plaisir et la violence. Dans son essai Le Rire, Bergson raconte l'anecdote de touristes qui voient un homme tomber, trébucher sur la bordure du trottoir. Et cela suscite leur rire. Alors Bergson en déduit donc que l'on rit du malheur des autres, peut-être à une condition, c'est de ne pas avoir de lien affectif trop fort avec la victime. Et il dit bien que lorsqu'on rit de la violence, eh bien, il a ce qu'il appelle une anesthésie momentanée du cœur. Et Nietzsche dit aussi, rire, c'est se réjouir d'un préjudice, mais avec bonne conscience.
Donc on voit ici que dans le plaisir pris face à la violence, il y a en fait toute l'ambiguïté du rapport entre soi-même et l'autre. Je pense que l'idée même que la violence puisse être attachée à un plaisir ne va pas de soi, donc il faut pouvoir l'envisager, mais effectivement, il faut faire preuve de nuance. Moi, je vous ai dit que je m'appuyais sur le théoricien Vincent Jouve, mais on peut lire aussi des articles qui montrent qu'il y a un effet mimétique de la violence et que les images violentes suscitent ensuite des actes violents. Donc il y a vraiment un débat qui mérite d'être ouvert, d'être mené, et je ne voudrais pas conclure trop vite. C'est aussi la question peut-être de l'humour et de ses limites. En fait, à quel point peut-on être agressif, peut-on être violent dans ses propos pour faire rire? Parfois, ça a le charme de la provocation, ça favorise aussi une réflexion, mais cela peut en retour heurter un certain public. On peut effectivement convoquer le cas des caricatures et de leur réception délicate.